Bonsoir Jean, bonsoir messieurs. Merci d'entendre vous de ce magazine Face à Face. Ce soir, nous avons un réel plaisir de recevoir Guy Sangui. Monsieur Guy Sangui, il est chercheur en économie du développement durable et puis consultant à la Commission économique d'Afrique, la CEA. C'est avec lui qu'on va discuter sur certains points, à savoir que l'actualité en République démocratique du Congo se focalise sur les institutions à pourvoir au titre du renouvellement des acteurs à consigner comme animateurs du monde conduit par les élections à l'Assemblée nationale de carte séjour pour acter la majorité parlementaire. Augustin Kabuya, nommé informateur, rassure quant à ce. Il faut dire également que les signaux politiques décriés par plusieurs ont élimé les tissus économiques de la République démocratique du Congo, d'où ces affres. On parle des affres économiques en République démocratique du Congo. Donc c'est à ce titre-là que nous avons reçu pour vous ce soir Monsieur Guy Sangui, comme je dis, chercheur en économie du développement durable, puis consultant à la Commission économique d'Afrique. Bonsoir Guy, merci d'être au rendez-vous. Je vous ai présenté comme un chercheur en économie et du développement durable. Bonsoir, merci Monsieur Sylvain. Merci, je vous remercie également pour votre invitation. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Voilà. Alors, comme j'ai été présenté, tu es dans la collaboration avec une commission consultant dans cette commission économique d'Afrique. Tu peux finalement nous parler un tout petit peu de ton travail en tant que chercheur et consultant dans cette commission. Merci. Je suis sérieusement chercheur en économie du développement durable. Pourquoi d'abord le développement durable? Certes, parce que aujourd'hui, l'économie a un langage. Aujourd'hui, on parle de l'économie verte. C'est-à-dire qu'il y a la transition écologique. C'est-à-dire que pour nous également, les chercheurs congolais, pour ne pas rester en retard des réflexions, il faudrait voir déjà quel est le monde de demain et pour essayer de promouvoir les générations futures, il faut penser à cette économie, à ces concepts du développement durable. Ouais, tu parais très jeune, il faut le dire, mais tu es déjà dans tes recherches d'une grande envergure. Quand tu es consultant dans une, je veux dire, institution africaine, c'est que tu as quand même marqué un pas important dans ce monde. Peux-tu nous parler finalement de ton petit parcours jusqu'à arriver dans cette commission économique d'Afrique? Ouais, bon, c'est toujours par cette optique que j'étais à l'université où j'ai rencontré, je les salue là où il est, le professeur Jean-Marc Kilolo. On les salue également en passant. Voilà, c'est avec les professeurs Mastaki. Oui. Et c'était mon professeur. Avec l'autre qui tu as dit, monsieur Mastaki, professeur Mastaki. Le professeur Mastaki. Ah d'accord. Santé qui coordonne la Commission économique d'Afrique et ils sont congolais, qui a pour siège au Cameroun à Yaoundé. Donc c'est avec eux, quand il enseignait, il a vu qu'il y avait du potentiel, on avait cette envie de travailler et ils m'ont invité là-bas, voilà. Parce que tu es épaté finalement, tu veux dire en tant qu'étudiant, c'est ça? Tu es épaté? Tu as eu en ce moment j'étais étudiant, lorsqu'ils m'ont invité, ils m'invitaient encore là-bas en tant qu'étudiant et je l'assistais personnellement. Jusqu'à ce que je finis les études et voilà. Oui, voilà. Finalement, tu passes pour un modèle de la jeunesse congolaise, faut le dire, en particulier celle des Quinois, parce que faut dire également que Kinshasa aujourd'hui est infiltré par plusieurs jeunes gens qui s'affrent dans une sorte de montage du banditisme, on appelle de Colonna. Mais toi, tu es un jeune avec une carrure intellectuelle importante, tu œuvres déjà dans des secteurs, n'est-ce pas, à dimension internationale. Tu es quelqu'un vraiment à féliciter. Il faudra également attirer l'attention de tous les jeunes gens quinois qui s'adonnent à des actes, je veux dire, inciviques, des Kuluna qu'on appelle habituellement à Kinshasa. Voilà un exemple important d'un jeune garçon qui a un cursus honorable important, qui est aujourd'hui dans une sphère économique d'une dimension internationale. Alors, on parle économie, certes, aujourd'hui, mais on dit pas de bonne politique, pas de bonne économie, dit-on. Ça, c'est vous qui le dites également. Alors, on voulait gratiner quelque chose par rapport à la politique de la RDC. On vient des élections aujourd'hui, mais il faut qu'on attende encore par rapport à l'implantation du gouvernement. Comment as-tu apprécié finalement les élections qui se sont tenues en République démocratique du Congo? Oui, sûrement. Je suis congolais. J'avais également un choix.
Mais la chose la plus importante est que les choix ne devraient pas être portés sur base des appartenances sociales, mais c'est sur base d'idées en fait. C'est parmi là les grands problèmes du Congo. Jusqu'ici, on n'est pas encore, on se dépasse pas de ces problèmes-là. Donc les choix ont été faits, il y a le président de la République, on lui fait confiance. On sait que le premier mandat n'a pas été réussi tel qu'il le fallait, mais il a fait les nécessaires à faire jusqu'ici. Mais ça ne suffit pas parce que les Congolais souffrent et voilà, il faut encore la rigueur et beaucoup de choses pour que ça puisse marcher. Il faut encore un peu plus. On parle de la CENI avec tout ce qu'il y a eu comme scénario pendant le vote. Il faut dire quand même que bon, ça avait défrayé la chronique. Je sais que tu as voté également. Mais comment finalement comprends-tu le fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie depuis finalement 2006 jusqu'à aujourd'hui? Nous sommes au 4e cycle électoral. Comment apprécies-tu finalement le travail de cette institution? La CENI, elle a évolué dans certains points et elle a également régressé dans d'autres. A régressé, là je suis d'accord avec toi. Elle a régressé, elle a d'abord évolué dans la mesure où on a vu l'esprit de la démocratie, cette liberté, voilà, c'est quelque chose à encourager. Il y a ces points qui ne se sont jamais passés pareil en République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'on salue ces sons avancées. Mais il y a eu aussi des reculs, hein. Il y a eu des reculs parce qu'il y a eu de laisser aller, il n'y a pas eu la rigueur, il n'y a pas eu de contrôle. Je pense que tous on a été au courant. Il y a des faits qui ont été présumés voleurs jusqu'ici parce qu'il n'y a pas eu de jugement. Et voilà, c'est par manque de rigueur de la CENI et le vote n'a pas été tellement rigoureux tel que cela devrait être, parce que c'est le vote, ça vaut l'avenir du Congo, donc on ne peut pas s'amuser avec. Oui. Mais lorsqu'on met un peu de légèreté, ça dérange. Ça dérange, voilà, oui. C'est ça les grands problèmes. Aujourd'hui, on parle même des députés qui sont nommés, on retrouve les enfants de tels, des enfants des dignitaires finalement dans les institutions. Sûrement, moi personnellement, oui. je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon de faire des CEI parce qu'ils sont pas des vrais représentants du peuple. Oui, oui. Vous savez, les problèmes des CEI, ils sont vraiment pas, ils représentent pas valablement le peuple, alors qu'on devrait laisser le peuple s'exprimer correctement. C'est devenu maintenant les choix des leaders politiques, les choix des responsables des partis politiques. C'est-à-dire même si on connaît beaucoup, moi personnellement, j'étais à l'UPN avec dans la Lukunga avec un candidat qui a eu plus de 6 000 voix, mais il n'a pas été élu au détriment de celui qui avait 2000 voix, imaginez. Voilà. C'est le seuil finalement. C'est compliqué. Je crois qu'on doit refaire quand même cette loi électorale pour éviter cela. On doit refaire. Parce que le député doit représenter valablement finalement son peuple ou sa circonscription. C'est important. Voilà, ok, non, ben, ça c'est une très bonne chose. Aujourd'hui on a quand même, je veux dire, même à l'Assemblée provinciale, tout comme à l'Assemblée nationale, nous avons quand même des bureaux d'âge. Mais on retrouve les enfants des anciens ou des dignitaires actuels qui sont aujourd'hui dans ces institutions. Une sorte de création de dynastie des enfants, ça part des parents jusqu'aux enfants. Comment finalement peux-tu dépeindre cela? Ouais, vous savez, c'est là où il y a les problèmes du Congo, hein. C'est là où il y a un sérieux problème. Parce que souvent les enfants qui suivent la hiérarchie de leurs parents, même si d'ailleurs vous savez ces enfants-là c'est parmi les gens qui ne sont même pas compétents à l'école. Ils sont pas toujours compétents. Ouais, souvent. Toujours. Ouais, dis pas que toujours. Ouais. C'est-à-dire que ce sont négligents, ils disent qu'il y a déjà leurs parents. Et ce sont ces gens-là qu'on donne la responsabilité au niveau de la nation. Ça dérange beaucoup. Ceux qui sont travailleurs, ceux qui travaillent, qui mouillent les maillots, des fois ils ont un problème d'avoir un problème de travailler. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas à qui les recommander. C'est parmi les grands problèmes du Congo. Ah, bien sûr. On a les thèmes d'aujourd'hui liés à l'économie, donc on va en parler. Surtout, ça dérange beaucoup. C'est-à-dire que c'est là où on devrait faire appel à la confiance. Les députés nommés, donc sont nommés par leurs parents. Il y a même dignitaires qui ont leurs femmes maintenant nommées dans les institutions. Nommés, comme vous l'avez dit. Alors qu'il y a de jeunes gens qui sont en train de se débrouiller dans la vie. Ils veulent également donner le meilleur d'eux-mêmes, mais malheureusement, ils sont écartés au profit des dignitaires de leurs enfants. Ça fait déjà plusieurs années.
Deuxième République, on a vu ça. Et aujourd'hui encore, ces histoires sont en train de revenir. En tout cas, ça dérange, et ça dérange beaucoup la République démocratique du Congo. Voilà, on va parler sur l'économie. Ben, bien sûr, je sais que tu es économiste de formation, tu es chercheur également dans ces secteurs. L'économie de la RDC pose problème. On a du mal finalement à décoller cette économie. Qu'est-ce qui constitue finalement le pesanteur de cette économie? Les problèmes de l'économie congolaise, s'il faudrait les scinder, il y en a autant, mais on va les résumer. Bien sûr, oui. On n'a pas tout le temps, c'est-à-dire on va dire de manière générale. Voilà, c'est vraiment. Je dirais les problèmes de l'économie congolaise, c'est les progrès techniques. C'est ça les problèmes. Tout part autour de là. Je peux aller loin à pouvoir expliquer un petit peu en détail. Voilà, le progrès technique. Vous savez, aujourd'hui, on parle des politiques économiques qui sont un moyen que l'État met en place pour pouvoir piloter les affaires économiques et enfin d'avoir des moyens suffisants pour répondre aux besoins de la population. Et de ces faits, tout le monde le sait, les agrégats macroéconomiques, c'est-à-dire que les cadres macroéconomiques, on en parle, mais des fois, il n'y a pas assez de... On n'a toujours pas très bien compris cela, le cadre macroéconomique, microéconomie. C'est-à-dire que ces cadres-là est composé des indicateurs, ce qu'on appelle les agrégats macroéconomiques. Ouais. Et parmi ces agrégats macroéconomiques, les plus pertinents, c'est la croissance économique. C'est-à-dire que, parce que lorsqu'on parle de la croissance, là, on fait allusion à la création de la richesse. Vous voyez un peu, M. Sylvain. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'un pays pourrait se développer d'abord. Donc la première des choses, c'est la production au niveau national. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, avec les modèles canoniques, les modèles élémentaires de toutes les économies du monde, les modèles de Solo, c'est-à-dire que dans les modèles de croissance, les modèles de base nous renseignent qu'il n'y a pas de croissance économique à long terme sans progrès technique. Et c'est quoi ces progrès techniques selon les auteurs endogènes et selon les différentes réalités économiques, c'est-à-dire les infrastructures, c'est-à-dire la qualité de formation, c'est-à-dire la technologie. Et c'est là où il y a un problème du Congo, en fait. C'est pas question de politique économique de la RDC. Est-ce qu'il y a d'abord, je pose ça de manière claire, est-ce qu'il y a une politique économique en République démocratique du Congo? Ouais, s'il y a des politiques économiques, bon, sûrement il y a des politiques économiques. La Banque centrale œuvre sur des différentes politiques, mais le problème c'est est-ce que ce sont des politiques économiques appropriées pour les Congo? C'est ça les problèmes. Parce que des fois, vous savez, on ignore ceux qui ont appris ici au Congo pour prendre les gens qui ont étudié en Europe, alors qu'ils ne maîtrisent pas la situation économique de la République démocratique du Congo. L'économie n'est pas une science exacte, c'est une science sociale. Et la différence entre les sciences sociales et les sciences exactes réside à ce que dans les sciences exactes, les résultats sont les mêmes partout et à tout moment. Mais en sciences sociales, les résultats dépendent d'un environnement à un autre et du temps à un autre. C'est-à-dire qu'il est très difficile que quelqu'un qui ne maîtrise pas les affaires économiques et la réalité de la République démocratique du Congo puisse œuvrer. Même s'il est un génie, il va pas s'en sortir. Quand tu parles de réalité, finalement, tu fais allusion à quoi? Ouais, quand je parle de l'environnement, je fais allusion à l'environnement économique, je fais allusion au comportement de Congolais, je fais allusion à cette mentalité. Je vais prendre un petit exemple avec ce qui s'est passé. Donc là, il y a une œuvre qui a été menée par les programmes des 145 territoires par les présidents de la République. Vous voyez, en termes économiques, c'est un programme des grands travaux, la politique des grands travaux, comme ça s'appelle. Il y a d'autres économistes qui ont appelé ça le fait multiplicateur de la dépense publique. Vous voyez, on prend l'argent de l'État, on dépense cet argent pour construire. Et en contrepartie, l'État va en récupérer plus dans les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et taxes, etc. Mais cette politique ne pouvait pas marcher dans n'importe quel environnement économique. Vous voyez, ça dépend de quel type de ménage que vous avez, en fait. Et en République démocratique du Congo, vous allez voir que nous, on a un comportement d'apprécier l'extérieur. Hein? Ouais, voilà. Nous, c'est-à-dire que c'est ça l'homme congolais, en fait. C'est-à-dire que pour nous, dès qu'on gagne l'argent, parce que c'est quoi le mécanisme, c'est quoi alors?
On met une somme d'argent, les circuits que ça met en route, ça crée de l'emploi, ça crée de l'impôt sur les revenus, ça crée des taxes, etc. À la sortie, il peut y avoir plus de 190 milliards de recettes supplémentaires. Mais néanmoins, pour atteindre ces résultats, tels que la théorie l'indique, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord étudier les comportements de cette économie. Il faudrait voir quelle est l'appréciation de ménage par rapport à l'air consommé. Est-ce que ce n'est pas des études qu'on a déjà menées et tout consort? Parce qu'on a eu plusieurs institutions, plusieurs gouvernements finalement qui ont défilé. Pensez-vous qu'on n'a jamais mené ces genres d'études ici en RDC? Comme je l'ai dit en fait, comme je venais de le dire, c'est-à-dire que en sciences sociales, les résultats dépendent du temps à un autre et d'un environnement à un autre. On peut mener une même étude toujours au Congo hier, mais aujourd'hui ça donne les résultats différents. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut il y a une évolution peut-être. Ouais, il y a une évolution, il y a peut-être de mentalité peut-être. Sûrement. Il y a plusieurs facteurs qui influencent, et parmi tous ces facteurs, il faut en tenir compte. Il y a des recherches qui se mènent de temps en temps et partout, mais est-ce que le problème c'est que vous savez, mais où vont se recherche dans le tiroir? Non, mais monsieur Sylvain, le pays n'est pas dirigé par la science, c'est ça le problème. Ça devait être dirigé par quoi? Par la science? Bon, oui, c'est-à-dire ce que j'allais dire par là, c'est-à-dire que les administratifs, c'est-à-dire que ceux qui ont les pouvoirs, les autorités, avant de prendre des décisions, devraient se servir de la science. Ils devraient consulter les scientifiques. Est-ce que c'est plus pas question, je suis en train de poser une question, je ne suis pas économiste, mais est-ce que c'est pas question d'intégrité de l'homme politique? Un exemple banal, on donne 6 millions à un ministre de l'acheter les chinchards en Namibie. Comment comprenez-vous cela alors que nous avons des rivières, nous avons des fleuves qui sont régorgés de poissons de plusieurs sortes? Comment peux-tu comprendre ça? Et depuis qu'il est parti, déjà jamais revenu. Ouais, mais j'allais revenir là-bas, c'est-à-dire parce que quand tu parles de la science, ne mange pas de l'intégrité de l'homme. Voilà, c'est que j'allais dire, c'est-à-dire que l'intégrité, je le place du côté de solutions. Quelles sont les solutions cette fois-ci pour résoudre les problèmes de l'économie congolaise? C'est-à-dire il y a des points qu'on doit traiter, seulement les deux. Et si on arrive à réussir à ces deux points, vous allez voir que l'économie congolaise on parle de ces 2 points ou bien on continue à avoir finalement ces affres? Bon, moi j'ai une question que tout le monde pose. Nous sommes un pays très riche, mais nous sommes une population très pauvre. Du point de vue économique, il faut le dire, nous sommes très pauvres. Alors comment vous appréhendez cette façon de vivre du Congolais? Il est dans un environnement très riche, mais il est très pauvre. Comment finalement vous comprenez ça vous-même? Non, mais c'est un principe universel. Qui ne travaille pas ne mange pas non plus. En fait, les Congolais, on est bouclés, on n'est pas éparpillés, on travaille pas. Même notre économie également est enfermée. C'est-à-dire que nous avons une économie unisectorielle, c'est-à-dire que notre économie ne dépend que d'un seul secteur, le secteur minier. Et allez-y comprendre. Alors que nous avons tellement d'atouts, tout ce qu'on dit la richesse, là, il y en a où parce qu'on n'exploite pas. Quand j'ai commencé à parler, je dis pas des bonnes politiques, pas des bonnes économies. Est-ce que nous n'avons pas un problème politique dans ce pays qui freine l'économie de ce pays? Est-ce que c'est pas les acteurs politiques? Soyons clairs. Est-ce que c'est pas des acteurs politiques finalement qui bloquent la croissance économique de la RDC? Soyons clairs. Il peut y avoir des volontés, il peut y avoir ces gens qui ont la volonté telle que le président de la République. On sent qu'il a cette volonté, mais il sait pas. Je ne dis pas qu'il sait pas par où commencer. Il a la volonté de faire évoluer les Congo, vous voyez. Mais est-ce que on lui a présenté les vraies réalités et c'est d'où il faudrait commencer. Mais lui-même, en tant que chef de l'État, il n'a pas une vision par rapport à cela. Il n'est pas chef de l'État. Il n'est pas même être chef de l'État, il n'est pas en même temps économiste. Il a nommé un ministre de l'économie quand même, et pas de moi. C'est Vital Kamerhe aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que Vital Kamerhe devrait également jouer un rôle important auprès du chef de l'État? Mais quel est ce programme que Vital Kamerhe a mis en place pour le bon fonctionnement de l'économie? Il y a eu un programme du gouvernement avant l'installation de son gouvernement. Il y a eu un programme qu'on a présenté à l'Assemblée nationale. Donc, quand je dis quel est le programme, c'est-à-dire quel est le fond de ces programmes? Est-ce que c'est les programmes appropriés pour faire sortir les Congos? Quand tu parles, je suis très content. Mais moi, j'ai toujours mes idées en tête. Tu me dis, c'est comme si c'est l'homme congolais, c'est le Congolais, c'est le politique congolais finalement qui bloque la croissance économique. Les détournements du fonds, par exemple. Un individu, un ministre qui détourne 40 millions de dollars. C'est quand même une caisse importante d'argent qui devrait servir à beaucoup de choses. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est également ça? Je vous ai cité un ministre qui devait acheter les chinchards à l'extérieur alors que nous avons des rivières. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part c'est l'homme politique congolais qui est à la base de ces dégâts économiques de la RDC?
Monsieur Sylvain, c'est un fait, mais tout d'abord, vous savez, on devait travailler, nous Congolais. On n'a pas travaillé jusqu'ici. Ça, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que, je vous dis, pour faire sortir les Congos de cette situation économique, il faut construire un modèle propre pour les Congolais. C'est-à-dire un modèle économique qui va prendre en compte toutes les réalités économiques de la République démocratique du Congo, construit par les technocrates congolais et par les Congolais eux-mêmes, ceux qui connaissent la réalité du Congo. Est-ce qu'il y en a finalement, est-ce qu'il y en a ce modèle, est-ce qu'il y en a ce programme? Moi, je devrais les proposer, je vous dis, dans mes recherches. Vous savez, c'est parce que chez nous, lorsque vous voulez voir les responsables d'une institution, on va vous taxer des mendiants, c'est ça les problèmes. Mais rappelez-vous, aux États-Unis, même avant que les États-Unis puissent se procurer des l'arme nucléaire, les scientifiques ont écrit au président de la République. Mais ici, on peut écrire le président de la République, on ne sait même pas si il répond pas. Vous voyez pas. Absolument, c'est ça les problèmes. Mais moi, je suis porteur de cette idée, et je vous l'ai dit, croyez-moi, si on avait un cadre de travail, on pourrait produire un modèle propre au Congo. Tu peux nous donner quand même les escarcelles de ce programme pour qu'on puisse avoir une idée. Oui, sûrement. Bien sûr, tu peux pas le faire maintenant? Si c'est pour le Congo, je vous dirais, vous voyez les problèmes du Congo. Vous savez, même l'argent que vous venez de parler, que les ministres ont détourné, c'est toujours pas suffisant pour faire développer le Congo. C'est pas avec ça que le Congo devrait se développer. Partout, il y a des détournements. Hein? Mais même si on n'encourage pas les détournements. On n'encourage pas les détournements. 40 millions de dollars. Un individu, il détourne 10 millions de dollars dans un pays pauvre. Comment vous pensez que les choses vont aller? Vous savez, comme je l'ai dit au sommaire, que l'agrégat le plus pertinent, c'est est-ce qu'on crée suffisamment de la richesse? C'est ça les problèmes. Est-ce qu'on crée la richesse? Mais qui devrait créer cette richesse? La richesse. On doit créer la richesse. C'est ça. Nous, Congolais, on devrait créer la richesse. Nous, on n'en crée pas. C'est pas sérieux dans un pays. Les hommes riches sont les politiciens. Vous voyez, c'est nulle part ailleurs dans le monde. En fait. C'est un salaire faramineux. Voilà. Pour chaque session, ils vont avoir 3 millions de dollars par député. Vous allez voir que lorsqu'on est en train d'évoquer la question sur les détournements et sur autres, mais l'argent dont on parle, la production de tous les Congolais, c'est 25% d'informations de ce que les Congolais produisent d'abord. Vous voyez? C'est-à-dire que toutes les politiques économiques qui sont menées, même les politiques monétaires au niveau de la Banque centrale, ne peuvent jamais marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Imaginez sur les 100% de l'économie congolaise, la Banque centrale ne saisit que 25%. Les 75%, elle ne contrôle pas ça. Comment ça, elle ne contrôle pas? C'est trop clair quand même. Oui, c'est-à-dire que les activités informelles représentent plus de 75% en République démocratique du Congo. Vous voyez? La Banque centrale, elle ne contrôle que des activités qui sont formées, des activités qui ont des liens avec les banques. Mais comment renverser finalement ça? C'est pas possible? Ouais, on a évoqué là-bas une question sur les banques en République démocratique du Congo. On a un système financier tellement faible. Il n'y a pas d'abord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les étrangers s'est décidé de partir, on va mourir. Vous savez ça? Ouais, parce qu'on n'a pas de banques. On va mourir. On commence déjà à les chasser, il faut le dire. Mais quand on les chasse, comment on va rester? On n'est pas encore préparé. Vous savez qu'il n'y a aucune banque congolaise en République démocratique du Congo. Aucune banque congolaise. Parmi toutes les banques de second rang, c'est-à-dire que les banques qui sont en rapport avec les ménages, il n'y a aucune banque congolaise. Donc il n'y a aucun Congolais qui détient une banque. Il n'y a aucun Congolais qui avait beaucoup avec la banque. Voilà. Il y avait d'abord Kinwelo qui avait créé sa banque. Il y avait aussi celui qui venait d'être mort il n'y a pas longtemps. Voilà, Dokolo qui avait. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a aucun Congolais quand même un pays. Donc il n'y a pas assez de lobbying financier congolais. Il n'y en a pas, je veux dire. Non, mais le problème c'est que l'argent est orienté. Vous venez de parler du détournement. L'argent est orienté où? C'est-à-dire que quelle est l'affectation des dépenses publiques? Vous voyez, les paies que le gouvernement reçoit, il alloue cela dans quel secteur et pour faire quoi? C'est ça ce qu'on voit des dignitaires avoir des vrais problèmes, des immeubles à l'extérieur, construire à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une fuite hors du système de flux circulaire. Ça bénéficie jamais aux Congolais. Ce ne sont pas les Congolais qui en bénéficient. Vous voyez, c'est un comportement bidon quand même. Comment vous allez tous investir ailleurs alors que c'est pour cela que j'allais dire les solutions. Il y en a des solutions. On va parler de ça. On est en train de voilà. Il faut décortiquer la chose. Voilà. C'est sérieux. C'est sérieux parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, mais ils sont dans un champ de maïs. C'est-à-dire, vous mourrez de faim, vous êtes dans un champ d'arachide. C'est ça finalement. Moi, je pose une question. Qu'est-ce qui manque finalement
aux Congolais de subventionner, par exemple, des cultivateurs, des agronomes, subventionner à grande échelle pour permettre une, je ne sais pas, c'est une grande production, comme vous le dites, et enfin, de créer une sorte de distribution importante dans la société. Qu'est-ce qui bloque? Ouais, comme je l'ai dit, vous savez, j'ai tout résumé, hein, j'ai dit les progrès techniques. Dans les progrès techniques, j'ai cité les capitales technologiques. On n'a pas suffisamment de machines. Vous savez, l'agriculture... Est-ce qu'il faut créer des machines, fabriquer des machines ici, ou importer des machines et donner finalement aux cultivateurs? C'est pas possible, ça. Bien sûr. Nous sommes vraiment en train de discuter comme dans la rue. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Vous savez, dans un pays comme la France, en France, il y a peut-être 5% de la population qui sont agriculteurs. Voyez-vous? Tandis qu'en République démocratique du Congo, toutes nos mamas, si on supprime Kinshasa, partout là-bas, les gens sont agriculteurs. Ils vivent de l'agriculture. Je peux dire même plus de 70% de la population congolaise vit dans l'agriculture. Mais vous allez voir que les 75% de la population n'arrivent même pas à nourrir les territoires nationaux d'abord. Et comment alors vous allez importer? Comment vous allez attirer en fait les autres? Vous voyez que c'est un problème. C'est pourquoi ça? C'est parce qu'il n'y a pas de mécanisation de cette agriculture. Est-ce qu'il y a un système qui nous bloque? Est-ce que c'est pas un problème de système? Moi, je partais du système d'exploitation que d'avoir un système de production. Est-ce que c'est pas le système qui nous bloque? Sûrement, comme vous l'avez dit, le système. Je vous ai proposé un modèle économique ici, c'est-à-dire que c'est un guide en fait. On doit avoir un guide. Nous devons savoir que même tous ceux qui arrivent au pouvoir, ils savent pas par où commencer en fait. Ils viennent, ils touchent ici, ils laissent, ils touchent ici, ils laissent, ils touchent ici, ils laissent. Comme si c'était les problèmes d'un individu en fait. C'est les problèmes du Congo. Et parce que c'est les problèmes du Congo, on devrait tous se dire que les dénominations commun, c'est le pays. Alors, qui doit aider à cela? Est-ce le chef de l'État qui est censé être le garant du bon fonctionnement des institutions, qui est censé avoir la vision finalement de la RDC? Parce qu'on parle de Mao, par exemple, en Chine. C'est les chefs de l'État. C'est les chefs de l'État. C'est les chefs de l'État. C'est lui qui incarne là. Vous savez. Voilà. Donc, c'est les chefs de l'État qui posent problème. Il faut être clair dans ce sens-là. Écoutez, les chefs de l'État, ils posent problème, mais c'est pas les chefs de l'État qui a commencé avec les Congos. Non, quand tu as dit ça, non, quand tu as dit que c'est les chefs de l'État, moi je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est-à-dire les chefs de l'État manquent une vision par rapport à la croissance économique de la RDC? Est-ce que vous ne pensez pas? Non, non, s'il vous plaît. Est-ce que l'impulsion doit venir d'en haut quand même? Les chefs de l'État ne manquent pas une vision. Les chefs de l'État, ils approuvent cette volonté. Mais cette affaire concerne tous les Congolais, à tous les niveaux. Au niveau de toutes les classes sociales, chacun devrait agir par rapport à la responsabilité. Vous avez déjà été à l'intérieur du pays, j'espère. Absolument. Vous avez vu comment est-ce que le moment s'est débrouillé dans leur champ. Oui. Et alors, mais est-ce qu'ils sont soutenus par le gouvernement? C'est ça la question. Et qui est censé impulser cela? Mais n'est-ce pas les chefs de l'État? Parce que c'est lui finalement les gars. Écoutez, je vous dis qu'il y a des productions partout. Il y a des productions partout. Si vous partez, il y a des endroits où nous on achète le maïs cher ici à Kinshasa. Mais il y a des endroits où même à 100 francs vous allez vous procurer de maïs. Mais je vous dis comment il faudrait que ce maïs-là arrive dans notre milieu. Voilà. C'est-à-dire, ouais, c'est ça le problème des capitales publiques dont j'ai parlé de progrès technique. C'est-à-dire que on est enfermé. Il n'y a pas des infrastructures. Donc, il n'y a pas une bonne politique. Il n'y a pas des infrastructures. Jusqu'ici, c'est pour ça que j'ai dit il faut un modèle approprié. Et sur base de ces modèles, on va suivre étape par étape. C'est par là qu'on va aider les Congos. Ce n'est pas par des discours, ce n'est pas... Vous savez, aujourd'hui, les gens se rallient aux autres, même politiquement, à cause des affinités. Mais ailleurs, c'est pas ça. Ailleurs, c'est la vision qu'on défend. C'est-à-dire que le programme, voilà, les programmes, pour vous... Comment vous voyez les Congos de demain? Vous voyez comment vous définissez l'avenir du Congo? Et c'est sur base de votre définition qu'on doit vous suivre. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique. Non, il faut chanter, danser, c'est-à-dire on donne le polo, on donne le ouais, c'est ça. On donne des fonctions aux gens qui... Vous savez comment, est-ce que vous êtes quand même au courant comment les gens embauchent les autres au Congo? C'est-à-dire que l'emploi en République démocratique du Congo, c'est compliqué. Mais c'est dangereux pour... cette génération. Mais c'est ça. On était jeunes, on commence à vieillir, mais on ne voit pas les choses changer. Mais c'est dangereux quand même pour nous autres, qui n'avons peut-être pas de parapluie pour nous parachuter, ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un danger pour la jeunesse congolaise? C'est pour cela qu'on doit se battre pour ça, parce que le Congo n'appartient pas à un individu, c'est à tout le monde. Comment y arriver? C'est ça le problème, parce qu'il y a quand même une politique. Chacun fait sa part des responsabilités. Nous, moi étant chercheur, je mets mes recherches à la disposition du pays.
à qui de les considérer? À ceux qui ont le pouvoir. Monsieur Guy, tu sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore mangé. Il y a des enfants finalement qui sont internés dans les hôpitaux, il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de médicaments. Tout ça, ça fait partie de l'économie du pays. Assurément. C'est-à-dire, il faut le dire évidemment qu'il y a des parents qui sont en train de moisir à l'intérieur parce qu'ils n'ont personne pour les encourager dans leur vieillesse. Les enfants n'ont pas de moyens et nous sommes en train de vivre une époque, moi je dis c'est une époque bizarre quand même pour cette jeunesse. On a peut-être moins de choses. Est-ce que vous pensez que les choses pourront changer? Oui, les choses pourront changer. Alors avec quelles solutions? Les solutions, il y en a autant. Tu as parlé des deux solutions. Est-ce qu'on peut aborder cela maintenant? Voilà. Voici les solutions pour les problèmes du Congo. D'abord, c'est la structure des institutions. La première des choses, et deuxièmement les changements de mentalité. Et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a scellé comme des problèmes, pour qu'on puisse les résoudre, il n'y a que ces deux éléments. C'est-à-dire qu'on doit d'abord être conscient de former des institutions fortes. Et là, lorsque je parle des institutions, je fais allusion à toute administration. Lorsque je parle d'institution, je fais allusion à toute infrastructure. Et lorsque je parle d'institution, c'est ça en fait. C'est-à-dire que nous devons structurer les Congos de cette façon. Il ne faudrait pas que les individus incarnent la nation, mais ce sont les institutions qui devraient incarner la nation. C'est ça le vrai problème, parce que ce sont ces institutions qui travaillent. On peut bien mettre des théories. Comme mais nous avons des institutions qui sont en place. Voilà. Toutes les institutions sont en place. Mais comment ces institutions fonctionnent? Seulement, on ne sait pas ça au niveau dans ce secteur-là. Au niveau de ces institutions, il y a un taux trop élevé de la corruption. C'est ça les grands problèmes du Congo. C'est ainsi que la solution deuxième, c'est les problèmes de mentalité. Vous voyez, parlons encore des institutions, parce que bon, il y a quand même une personne pas de moindre qui est encore, je dis, ministre de l'économie, même si il faudra peut-être reformer le gouvernement. Vital Kamerhe, un grand stratège, mais en tant qu'économiste, toi tu es économiste de formation, lui également, comment as-tu apprécié finalement ces prestations pendant ce temps? On l'a vu à, je crois, Lubumbashi ou quoi, en Zambie en train de chercher de maïs dans un pays qui a 80 millions de terres arables. Mais Vital Kamerhe, ministre de l'économie, économiste de formation, il est allé chercher le maïs également en Zambie. Comment comprenez-vous cela? Vital Kamerhe, avec beaucoup de respect. Oui, bien sûr, on le dit avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, mais à savoir, moi, je n'ai pas vu les programmes, j'ai pas vu les changements parce que Vital Kamerhe était là. Par contre, la situation s'est encore dégradée. Vous voyez, comme je vous ai dit, si on ne comprend pas vraiment où se trouvent les problèmes, c'est difficile d'en donner de solutions. Vous voyez, c'est honteux, moi je le dirais. On n'a pas vu finalement si un pays comme le Congo puisse commander le maïs à la Zambie. C'est honteux, voyez-vous. C'est ainsi que je vous ai dit tantôt qu'il faudrait, même dans leur cabinet, je ne sais pas si ces gens-là travaillent ou il y a une mauvaise volonté de pouvoir appliquer la science. C'est ça les problèmes. Mais déjà, ça ne va pas, ça ne va pas. Vous voyez, aujourd'hui, les dollars, on peut se réveiller. Ah oui, les taux de change, parce que je voulais qu'on en parle également. On se lève et c'est maintenant à 28, 27. Voilà, je vais vous dire, les gens, qu'est-ce qui se passe? Comment finalement ça se fait que vous réveillez le dollar et maintenant en 28, ouais, à 29, à 30, à 27? Voilà. Vous êtes économiste, hein? Ouais. Quand on parle de la monnaie, il faut comprendre d'abord à quoi ça nous sert. Vous voyez, la monnaie n'a que 3 fonctions. Moyen de paiement, parce que ça nous aide à nous procurer de biens. Unité de compte, parce que ça nous aide à afficher le prix, et réserve de valeur, parce que ça nous protège contre l'inflation. Vous voyez, et c'est la fonction de la monnaie la plus déterminante. C'est-à-dire que dans des théories économiques, lorsqu'une monnaie perd cette fonction, elle perd automatiquement les 2 autres fonctions et elle cesse d'être monnaie. Vous voyez? Elle devient papier. Oui, elle cesse d'être monnaie. Et vous allez voir que la monnaie congolaise a cessé d'être monnaie. On n'a plus une monnaie. Vous voyez? Et comme refuge, c'est ainsi que vous voyez, il y a la dollarisation. Comme refuge, c'est-à-dire que les peuples congolais, le ménage se réfugie au dollar américain pour protéger leur pouvoir d'achat. Vous voyez les grands problèmes. Parce que je vous ai dit, les 3 fonctions de la monnaie. Lorsque la monnaie n'est plus à mesure de m'acheter quelque chose, elle ne sert plus. Les gens préfèrent afficher les prix en dollars. Vous voyez, et on arrive comme ça, elle ne nous protège plus contre l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, je peux avoir 20 000 francs,
Je sais que chez moi, je vais acheter à manger à 20 000, mais je sors là-bas, je trouve ça 22 000. Vous voyez que... Donc, ça dit qu'elle ne me protège pas. Elle ne me protège pas contre l'inflation. Et déjà, quand une monnaie, elle ne plie une monnaie, elle a cessé d'être monnaie. Voilà. Et l'inflation, là, dont on parle, c'est quoi, en fait? C'est un déséquilibre. C'est-à-dire qu'en économie, tout est lié, il n'y a pas de hasard. L'inflation, c'est un déséquilibre. Le déséquilibre entre l'offre globale et la demande globale. C'est pas question d'humeur ici, finalement, chez nous. On tend vers la fin du mois, les Libanais, finalement, haussent le dollar, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est pas question d'humeur ou non, c'est pas question d'humeur. C'est pas aussi par décision. Ce sont des opérateurs économiques. Vous savez, un opérateur économique, lui, il a besoin de gagner. Il a besoin de gagner. Il travaille pas pour les gouvernements. Toi, tu viendras pas. Parce qu'on a comme l'impression qu'à la fin du mois, les dollars baissent et puis après la fin du mois, les dollars montent. Non, ça ne baisse pas. C'est juste que les gens se font des jets. Ça baissera jamais. Il n'y a aucune politique qui est mise en place pour baisser les dollars, qui puisse marcher. La fois dernière, la gouverneure de la Banque centrale, Madame Kabé, c'est pour ça que j'ai dit les gens qui ont étudié en Europe, ils connaissent pas les réalités de la République démocratique du Congo. Et là, ramener les taux d'intérêt du retard de 9 à 11, vous voyez, et pensant que ça pourrait régler la situation sur les niveaux généraux des prix, sur l'inflation. Alors que ça peut pas marcher au Congo. Ça peut pas marcher au Congo. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt touchent combien de pourcents des Congolais? Il y a combien de Congolais qui sont en rapport avec les banques? Il y en a pas assez. Vous voyez, même ici à Kinshasa, si vous demandez dans des avenues, il y a des microcrédits ici avec des petites banques qui nous prêtent de l'argent avec intérêt. Ouais. Vous ne pensez pas qu'ils jouent un rôle important dans ces secteurs? Non, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je vous ai dit que nous avons un système financier trop faible. Un système financier trop faible parce qu'au Congo, l'argent ne circule pas dans des banques. Vous voyez? Pour preuve, essayez de faire une observation individuelle. Même dans votre avenir, il y a combien de Congolais de votre avenir qui ont un compte en banque? Vous voyez? Les gens ne sont pas bancaires. Aujourd'hui, nous avons nos comptes dans nos téléphones, finalement. Ça constitue également des banques. Non. Les mobile money, c'est différent. Vous voyez, ce ne sont pas ces informations-là que la Banque centrale a besoin. D'accord. Les mobile money, c'est une autre entreprise. Là, c'est une autre entreprise qui fait son deal. D'accord, mais les autres. Parce que les gens aujourd'hui disent que non, je préfère garder mon argent dans mon téléphone au lieu d'amener ça dans une banque. Mais c'est ça, c'est une culture. C'est une culture, c'est-à-dire que il faut remonter un peu les niveaux de réflexion. Il faut montrer aux Congolais quelle est l'importance des banques, parce qu'il y a des ceux qui pensent que les banques c'est pour les banquiers, ça leur concerne, ça n'a rien à voir avec nous, alors que c'est pour l'économie congolaise. L'économie congolaise se développera jamais sans les banques. Mais les banques, ça également, on a comme l'impression que ça a été installé juste pour payer les fonctionnaires de l'État. Non, c'est faux. Oui, parce qu'on a comme l'impression. Parce que les fonctionnaires viennent à la fin du mois chercher la façon dont vous les comprenez, mais quel est le rôle d'abord de ces banques? Les banques du second rang, les banques commerciales d'abord, ça s'appelle. Les banques commerciales, ce sont des banques elles sont là pour financer l'économie. Elles sont là pour financer l'économie. Et comment les banques peuvent financer? C'est-à-dire qu'elles prennent de l'argent aux agents à capacité de financement et prêtent à ceux qui n'ont pas de financement pour pouvoir relancer l'économie, pour pouvoir relancer les investissements. Et ce sont les investissements qui vont produire. Et c'est là où l'État va gagner de l'argent. Vous voyez? Et c'est là où la production congolaise sera plus élevée. Mais il y a aussi des banques quand même en RDC, le FPI, qui prête également de l'argent. Mais qui vont s'endetter là-bas? Ce sont des hommes politiques, ce sont des animateurs. Et ils remboursent jamais. Le FPI n'est pas une banque. Non, quand je dis banque des banques, parce que bon, la ça prête de l'argent. La banque des banques, c'est la banque centrale. Bon, c'est une façon de parler pour moi, parce que quand ça vous donne de l'argent également de l'État, ça vous donne l'argent de l'État pour aller investir ailleurs, vous devez rembourser. C'est quand même le même mouvement qu'ils font des banques également, surtout des banques commerciales. Bon, ces fonds est créé, c'est une bonne idée. Ces fonds est créé pour encourager les investissements. On a problème que ça devrait être transformé en banque. Le FPI, voyons voir si c'est possible. Ça sera comme quelle catégorie de banque, ça on attend voir. Mais c'est bien, je pense que c'est bien pour encourager des institutions pareilles. Je pense que mais qui vont aller chercher de l'argent là-bas, c'est des ministres, des députés, et qui ne remboursent pas. C'est ça le problème. Ils ne remboursent pas quand ils vont au FPI. Non, mais faut le dire, vous savez, même dans une banque, il ne faut pas dire que les banques ne prêtent pas de l'argent. Il y a des critères à respecter. C'est-à-dire que si vous dites qu'ils ne remboursent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la rigueur aussi. Parce que moi, j'allais d'ailleurs, parce que moi, j'aime aussi les investissements, j'aime l'entrepreneuriat, vous savez. J'allais d'ailleurs une fois passer au fonds pour la promotion, c'est ça non, FP, fonds pour la promotion industrielle. Oui. Voilà, je devrais être là également pour solliciter un crédit,
mais je n'avais pas réuni toutes les conditions nécessaires. C'est pour ça que je ne suis pas y allé. Les critères également posent problème. Voilà, dernièrement, on attend que le gouvernement mise en place des fonds importants pour la promotion des industries. Ça, on a appris avec l'évaluation du génie congolais. Il n'y a pas eu longtemps, je crois que le ministre des recherches scientifiques, mais également des PME, en ont parlé pour encourager quand même des investissements dans ce sens-là. On vous donne de l'argent, on vous subventionne pour que vous puissiez prospérer dans vos activités. C'est quelque chose quand même d'important, n'est-ce pas? Il faut encourager. Il faut encourager, mais il faut qu'il y ait les suivis. Les suivis importants. Parce que les grands problèmes, c'est lorsque vous recevez de l'argent, vous allouez ça dans quel secteur? Aujourd'hui, si l'on veut pérenniser un développement, si l'on veut à ce qu'il y ait suffisamment d'investissements et que ça puisse être promoteur, ces investissements, c'est-à-dire qu'on doit savoir allouer les fonds dans les secteurs agricoles. J'ai aimé quand tu parles de suivi. Voilà, parce que le ministre lui-même l'a dit. Sûrement. On a donné à une maman $2000 au lieu d'investir dans ce qu'il fait. Il est parti acheter cet argent on pourrait pas donner l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse aller acheter des marchandises en Chine. Ça n'aura rien comme résultat. C'est-à-dire que cet argent en réalité ne devrait pas partir dans ça. C'est-à-dire qu'il est question d'orientation de ces fonds. Ça c'est très bien. Alors on parle de changement de mentalité comme deuxième pilier de solution finalement. Voilà. Changement de mentalité. Ça pose problème. Il y a toute une agence à la présidence, agence pour le changement de mentalité. Ouais, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, je connais pas cette agence, malheureusement. Ça existe. Ça existe. Voilà. Oui. Mais c'est œuvre où c'est ça? Est-ce que tous les Congolais savent qu'il existe une agence? Comment il fonctionne cette agence en fait? Alors, quand tu as parlé de changement des mentalités, comment tu penses l'orienter? Je pense qu'à ce niveau, chacun de nous allait être responsable de lui-même et du Congo. Vous voyez, parce que les Congo, on a un sérieux problème. Et ces problèmes, c'est au niveau de notre réflexion, au niveau de notre façon de voir les choses, au niveau de nos agissements, partout dans toutes les institutions, même dans nos lieux de travail. C'est-à-dire que c'est un problème qu'il faudrait régler on peut le faire par... chacun devrait d'abord être responsable. Le prêcher partout, il est interdire quand il voit les mal. Mais comment arriver à ça? C'est ça au fait. On veut bien être responsable. Mais comment arriver à ça? Il faudrait qu'il y ait des sanctions sévères et honnêtes. Des sanctions sévères et honnêtes. Vous venez de parler de détournement. Comment pouvez-vous juger lorsqu'il y a eu détournement, on libère, et lorsqu'il y a eu détournement, on ne fait rien, soit on catégorise les gens qu'il faudrait arrêter. Par exemple, j'ai donné un exemple. Vous allez voir que ça passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans une société où ce sont les plus forts qui dominent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas justice dans ces cas. C'est-à-dire qu'on devrait renforcer des sanctions, on devrait beaucoup plus être honnête en matière de justice, de savoir que lorsque quelqu'un a commis un crime et que ça mérite la prison, il faut évoluer dans la moralité irréprochable. C'est ça les grands problèmes en fait. Vous voyez, c'est à tous les niveaux, c'est à tous les niveaux, parce que je parlais d'un problème d'emploi ici. On recrute qui? On recrute leurs enfants. Vous voyez. De quelle manière on recrute? De quelle manière on recrute, c'est ça. Ouais. C'est ça, en fait. Parce que vous savez que nous sommes dans une administration publique qui est vraiment morte. Les agents de l'État ne travaillent pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un numéro matricule, pour lui, l'État lui paye. C'est comme si l'État congolais payait une catégorie des chômeurs, en fait. Il arrive à 11h, à 12h, à 13h, il repart à la maison. À 13h, c'est pas chaque jour. À la fin du mois, on lui paye. Il peut même appeler son ami. Mon cher, mais je me pose la question, qu'est-ce qu'ils font en fait? Vraiment qu'il y a des gens qui sont là avec des talents, qui sont bourrés de la connaissance, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'endroit pour essayer d'évaluer leurs connaissances, pour essayer de démontrer, de donner le meilleur leur meilleur en fait, ce qu'ils ont en eux pour pouvoir aider les Congos. C'est-à-dire c'est un sérieux problème. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a une mentalité de ne pas vouloir évoluer. C'est aussi ça le problème. Tout ce qu'on peut faire. Arrête si on ne veut pas évoluer. Mais c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on a un problème du Rwanda. C'est-à-dire qu'on est bouffé. Pourquoi? Parce que on comprend pas qu'il y a de ces choses-là qui concernent seulement les Congolais eux-mêmes. Vous voyez, nous on sait pas prendre. On ne comprend pas. On les comprend pas. Ouais. Vous avez les diamants, vous avez même vous dorsez. Ouais. Et vous laissez aux autres prendre la richesse. C'est comme je peux dire, donc Tommy est baraté quoi. Mais on a peur de disparaître finalement aujourd'hui. On se rend compte que on tend vers ça.
la radicalisation, la disparition de cet État finalement. On a des atouts à tous les niveaux, ça je vous les rassure. On a des atouts. Mais ça devrait également constituer un déclic quand même. On a des atouts, mais le problème c'est ceux qui ont les bâtons de commandement puissent agir, ils puissent tenir compte de tout cela en fait. Qu'ils arrêtent un peu de mettre en place ces enfants-là qui viennent, leurs enfants, qui partent manger des beefsteaks en Europe, qui travaillent pas, qui n'ont aucune connaissance, les mettre dans des institutions. Ça on demande. C'est sûr que ces enfants-là qui travaillent comme ça. Tu as tout à l'heure parlé de fonctionnaires de l'État qui sont à Kinshasa, mais qui ne travaillent pas. Si tu fais seulement allusion à leurs enfants qui prennent des beefsteaks, qui reviennent travailler ici. J'ai des headmasters. Des headmasters. Il est qui des Bangamba, comme on dit. Oh là, c'est dangereux quand même. Moi, je vois que les chefs même s'intéressent à rien. Je prends léger. Ouais, mais si on mettait quelqu'un de rigueur, quelqu'un qui sait que ici je suis venu pour travailler, pour servir les Congo, il va servir la nation. Et puis, toi, le ferrière ne peut jamais faire. Tu sais que non, si je fais pas ça, on va me sanctionner. Mais il y a trop d'effectifs. Il y a trop d'effectifs. Ça, c'est important aussi. En fait, quand tu as parlé de changement dans j'ai aimé quand tu as dit que bon, il faut des sanctions sévères. Mais vous ne pensez pas que quelque part, il faudrait également avoir des modèles qui doivent s'imposer dans la société? Vous ne pensez pas? Mais comment il faut s'imposer? Parce qu'on a des modèles finalement en RDC, des Congolais modèles qui peuvent aider quand même, pas à attirer l'attention seulement, mais à aider également les autres à se convertir. Est-ce que vous ne pensez pas? Il y a des modèles, même parmi les autorités, c'est pas tout le monde qui est, c'est pas tout le monde qui est médiocre quand même. Il y a de ceux qui sont conscients, qui savent qu'ils sont en train de servir les Congo et qui ont cette volonté. Le mal, c'est que lorsque les gens sont trop avares, c'est ça le problème. Vous avez déjà l'argent, vous voulez en avoir jusqu'où? Vous en avez. Jusqu'à la moelle épinière. Voilà, c'est ça le problème. Tu as fait des mandats dans le gouvernement de la République démocratique du Congo. Si les premiers mandats tu as volé, les seconds, essaye quand même d'aider le Congo. Tu as fait dit à son temps, ce Congo, alors les gens qui commençaient à voler, c'est le chef de l'État qui avait dit ça. Voilà. Bon, voilà, c'est une façon de rire également. Mais de toutes les façons, il faut dire que le Congo va très mal quand même. Vous, en tant qu'économiste de formation, je sais que vous avez un œil très ouvert par rapport à cela. Le Congo va très mal, du point de vue économique. Nous, on essaye surtout ça. Tous les problèmes du Congo ne pourront jamais finir sans regarder la question économique, parce que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On ne peut rien faire sans les moyens financiers. Croyez-moi que l'urgence pour le Congo, c'est la force économique. C'est sur ça que tous on devrait travailler. Et pour y arriver, moi d'ailleurs, je propose et j'ai toujours proposé à ce qu'il faut il faudrait qu'il y ait une commission des économistes, des scientifiques, qui ne sont là que pour être consultés en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème tel que pareil, on les consulte, on dit les présidents de la République pourraient les revoir, mais qu'est-ce qu'il faut en fait? Est-ce que la politique ici que le gouverneur de la Banque centrale veut mener? C'est une question qui m'a traversé l'esprit. Nous sommes vraiment sur le fait, nous sommes comme ce que lambda. Les gens préfèrent le foufou qui vient de Lufou, ils préfèrent les oignons qui viennent de Lufou, les haricots qui viennent de Lufou, et ils refusent de consommer les haricots d'ici, le foufou d'ici. Quelle est cette mentalité? Parce que nous sommes dans l'histoire de mentalité. L'histoire des mentalités. Quelle est cette mentalité-là finalement? Tout ce qui vient de l'extérieur, là, c'est bon. Tout ce qui vient de chez nous, c'est vilain, c'est moche. Je l'ai évoqué ici. Vous savez, dans le monde des affaires... On termine l'émission bientôt. Dans le monde des affaires, il est question de la compétitivité. Vous voyez, c'est... à l'offrir de bien présenter son produit. Voyez-vous, c'est-à-dire que si les gens de Lufou présentent bien leurs produits, par rapport à l'emballage ou bien par rapport au goût, non, mais c'est ça, il y a plusieurs techniques. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un marché, il y a la compétitivité. C'est à vous de vous préparer. C'est-à-dire que est-ce que les firmes congolaises sont en train d'accentuer sur ces points, de savoir que ouais, ils ne travaillent pas. Alors qu'il faudrait travailler. Il y a même des méthodologies. Moi, vous savez, ma spécialité, moi j'ai fait l'économie mathématique. Moi je fais le maths, c'est-à-dire que la modélisation chez nous, on peut même évaluer comment faudrait faire assez que cette entreprise puisse quitter là où moi je vends et que je puisse lui gagner en fait. C'est possible, et c'est pas de la magie, mais c'est la science. Je peux travailler, je donne une information à une entreprise que voyez, attention à ce niveau, soit dans cet environnement, pour que vous essayez de gagner la clientèle. Voici ce que vous devez faire. Mais est-ce que dans nos entreprises, c'est ça le problème. On embauche qui? Voilà. Alors, on finit par le budget. On a 16 milliards. On nous sent finalement que nous avons 16 milliards de dollars. À l'époque, on avait 2 milliards de dollars. On avait seulement de menus frétins dans nos casseroles. On a 16 milliards de dollars aujourd'hui. On a encore moins de menus frétins dans nos casseroles. On se pose des questions.
À quoi ça sert finalement d'avoir ce budget, chanter ce budget, alors que du point de vue pratique, dans nos casseroles, c'est vide? Qu'est-ce qui se passe? Où part cet argent? Non, mais cette question, moi j'ai trop de réserves. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que on fait allusion à quoi lorsqu'on parle du budget? Le budget, c'est-à-dire qu'on prévoit, c'est une prévision. Vous voyez, une prévision des dépenses et des recettes. C'est-à-dire on prévoit cette année que l'année prochaine. Voici c'est qu'on a 16 milliards. Non, mais c'est ça les problèmes. Il faut regarder les réalisations. Les problèmes, il faut regarder des réalisations. Oui. Parce que je me rappelle l'année 2020, je crois entre 2019 et 2020, à peine que le président de la République a été élu, où on a promis un budget de 11 milliards, mais il y a eu 3 milliards seulement de réalisations. Quand vous parlez de 16 milliards, est-ce que les réalisations ont été aussi de 16 milliards? Et même s'il y a 16 milliards, comment on affecte cet argent? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça les problèmes. On paye, vous savez, c'est pour ça qu'il faudrait faire trop attention avec des discours des politiciens. Ouais. nous les scientifiques, on sait vérifier des chiffres, on sait voir que les chiffres qu'on a publiés, moi je peux même calculer en fait, si j'ai toutes les informations, je peux calculer, je remets même la Banque centrale, est-ce que les experts de la Banque centrale, ce qu'ils ont calculé, c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Vous voyez, il y a plusieurs études, d'ailleurs, je vais vous dire que nous, lorsqu'on fait des analyses, on n'a pas trop confiance aux indicateurs de la Banque centrale, parce qu'on préfère les indicateurs de WDI et de la Banque mondiale, parce qu'on sait au moins que les experts là ont déjà prouvé leur crédibilité. Mais des fois chez nous ici, regardez, ils vous présentent une somme, vous dites, mais avec l'économie qu'on laisse cette somme, comment, par quelle magie qu'ils sont arrivés ici? Vous voyez que c'est très compliqué. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin, monsieur Guissangui. Je pense qu'on s'attend à une révolution finalement culturelle dans ce pays. Hein. Assurément, on doit tous y travailler. Nous devons travailler ensemble pour y arriver. Pour une révolution. Voilà. Très bien. Merci à vous, Guy, d'être venu. Vous êtes chercheur en économie du développement durable, consultant à la Commission économique d'Afrique. Vous nous avez fait l'honneur d'être aujourd'hui avec nous. Merci. Merci à vous, c'est à moi de vous remercier. Voilà, merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci particulièrement à l'équipe technique qui a été pilotée par Serge Marcosso, Rodi Loadio, Freddy Takidi ainsi que Véambata, sous la supervision de Guy Poutou. On se retrouve prochainement et demain, c'est la rediffusion à 8h30. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bonne suite de programme sur Kanakin.
bonsoir, messieurs. Merci d'entendre vous de ce magazine Face à Face. Ce soir, nous avons un réel plaisir de recevoir Guissangui. Monsieur Guissangui, il est chercheur en économie du développement durable et puis consultant à la Commission économique d'Afrique, la CEA. C'est avec lui qu'on va discuter sur certains points, à savoir que l'actualité en République démocratique du Congo se focalise sur les institutions à pourvoir au titre du renouvellement des acteurs à consigner comme animateurs du bon conduit par les élections.